Bienvenue à nouveau dans l'émission. Aujourd'hui, nous recevons Max Blumenthal, rédacteur en chef de The Grey Zone. Alors Max, vous avez largement couvert les interventions américaines et les opérations de changement de régime, et vous vous êtes particulièrement concentré sur le Venezuela depuis de nombreuses années. Vous avez même interviewé le président lui-même. De votre point de vue, voyez-vous un quelconque signe crédible indiquant que les États-Unis se préparent à une véritable action militaire ou à une forme d'intervention par procuration au Venezuela? Parce qu'il semble parfois que Trump évoque un problème qui n'existait pas vraiment, puis cherche à obtenir des concessions pour le faire disparaître. Ou pensez-vous qu'il s'agisse d'un véritable plan visant à envahir, ou du moins à renverser, le gouvernement? Plan to invade or at least topple the government. I'm looking right now at a New York Times article that just came out. Je regarde en ce moment un article du New York Times qui vient de paraître. Trump envisage des options pour une attaque contre le Venezuela. Il est donc évident que c'est quelque chose qui est sérieusement envisagé, car toutes les autres options se sont épuisées et ont échoué pour le régime américain, qui cherche à renverser le gouvernement du Venezuela depuis qu'il a modifié sa constitution et commencé à nationaliser les ressources sous la présidence d'Hugo Chavez, élu en 1998. Le premier coup d'État a eu lieu en 2002. Et maintenant, nous assistons à une montée en puissance rapide, fondée sur une désignation totalement fallacieuse de narcoterrorisme. Des forces américaines qui ne sont pas suffisantes pour envahir et prendre le contrôle du Venezuela, mais qui le sont assez pour semer le chaos. Et le fait que le New York Times présente toutes ces options de manière hypothétique montre que l'administration Trump, ou son soi-disant département de la guerre, ne sait en réalité pas quel est son plan, ni ce qu'elle compte faire. Je pense qu'il est possible que ça se retourne contre eux, comme tant d'autres opérations l'ont fait au Venezuela, tout en causant d'énormes dégâts non seulement à l'économie et au peuple vénézuélien, mais aussi à la stabilité générale de l'hémisphère occidental. Quels sont donc les principaux objectifs? Comme vous l'avez dit, la plupart des gens, ou presque tous ceux à qui je parle, semblent rejeter complètement l'idée du narcoterrorisme, qui n'est pas un concept très convaincant. Mais s'agit-il surtout de pétrole, de lithium? Quels sont les principaux objectifs? Je sais que Trump, par le passé, a parlé assez favorablement de ce qu'il ferait, vous savez, de la possibilité de s'emparer des actifs pétroliers du Venezuela. Mais s'agit-il simplement de ressources naturelles ou y a-t-il autre chose derrière? Je veux dire, ils ont apparemment un plan de contingence pour s'emparer des champs pétrolifères, ainsi que des aérodromes au Venezuela, après avoir neutralisé les bases militaires, puis pour capturer ou tuer Maduro au moyen d'une opération de force spéciale ou d'une frappe de décapitation. C'est insensé, absolument insensé. Et ils sont sérieux. À la fin de son discours à Quantico, Pete Hegseth, le recrue alcoolisé du soi-disant département de la guerre, a qualifié la direction militaire de grosse et gay et a visé très subtilement les généraux noirs, ce qui, je pense, a contribué au départ du général qui devait diriger cette invasion. Halsey, qui était le directeur du Southcom pour l'ensemble de l'armée américaine, s'est opposé à ce plan insensé de l'administration Trump et est parti. À la fin, il a déclaré que les États-Unis devaient revenir à des guerres comme la première guerre du Golfe. Beaucoup de gens sont passés à côté, mais Pete Hegseth a présenté la première guerre contre l'Irak comme une démonstration claire de la puissance américaine. Avec des milliers de soldats irakiens se rendant, quelque chose, selon lui, qu'il fallait répéter. Nous avons également entendu Lindsey Graham évoquer la grenade, la fausse guerre que les États-Unis ont menée dans les Caraïbes contre un gouvernement socialiste, essentiellement pour renverser ce gouvernement et offrir à Reagan une victoire politique. And Panama,
Et le Panama, la tromperie du Panama, où les États-Unis ont qualifié un ancien agent de la CIA, Manuel Noriega, qui avait pris un peu trop d'importance et s'opposait à l'intervention américaine en Amérique centrale. Ils l'ont traité de baron de la drogue, l'ont capturé et pendant ce temps ont bombardé le pays, laissant des centaines de civils morts et détruisant un quartier majoritairement afro-panaméen de Panama City, appelé El Chorrillo. Ils ont déplacé ses habitants, les ont enfermés dans des camps d'internement entourés de barbelés, puis ont installé l'un des gouvernements les plus corrompus de l'histoire, qui n'avait qu'environ 2% d'opinion favorable, transformant le Panama en un centre de blanchiment d'argent. Ce sont les modèles de ce que les États-Unis cherchent à faire au Venezuela. L'objectif est de voler les ressources du Venezuela et de rafler des contrats qui seront distribués entre les amis d'affaires de Trump. L'administration Trump est un cartel du crime en col blanc, visant à réaliser les fantasmes les plus fous du fantôme de Dick Cheney, du Venezuela au Groenland, en passant par l'Asie centrale. Nous avons révélé les détails de ces plans remontant à 2019 dans The Grey Zone, à partir d'associés de Trump interrogés par le FBI. Nous disposons aujourd'hui de ces entretiens du FBI dans le cadre de l'opération Gideon, l'invasion mercenaire du Venezuela dirigée par l'ancien béret vert Jordan Goudreau, qui a échoué de manière catastrophique. Toute la faute a été rejetée sur Goudreau. Il fait maintenant face à des accusations fédérales de trafic d'armes. Mais le fait est que Goudreau semble avoir été recruté pour cela par l'un des principaux associés de sécurité de Trump, Keith Schiller, le garde du corps de Trump, qui s'occupait de la sécurité lors des événements de Trump, détenait une licence d'exportation d'armes et fait maintenant du lobbying pour le Pakistan. Avec sa nouvelle entreprise, GreenMet, il s'est rendu au Groenland à la recherche de terres rares. Il a également créé une société appelée Global Governments pour lancer une invasion ou pour tirer profit d'une opération de changement de régime au Venezuela afin de décrocher des contrats pour les proches de Trump. C'était tout l'objectif. C'est ce que m'a dit Jordan Goudreau, et c'est ce qui ressort clairement de tous les entretiens du FBI que nous avons vus. Nous allons publier une longue enquête à ce sujet qui posera les bases de ce que Trump prévoit de faire au Venezuela. Mais il y a là un autre motif, et il est idéologique. C'est le motif de la figure qui s'approprie cette opération, Marco Rubio, qui dirige ce que j'appelle le complexe industriel des Gusanos. C'est le noyau des communautés de droite, anticommunistes et dites dissidentes d'Amérique latine installées dans le sud de la Floride, qui rêvent de renverser les gouvernements du Venezuela, de Cuba et du Nicaragua, ainsi que tout dirigeant de gauche qui pourrait se trouver sur leur chemin. De Lula da Silva à Gustavo Petro en Colombie. Mais ces trois cibles principales doivent être éliminées. C'est leur rêve, leur fantasme depuis la baie des Cochons. C'est pourquoi ils ont peut-être été impliqués, ou très clairement impliqués, dans l'assassinat de John F. Kennedy, pour ne pas avoir fourni de soutien aérien lors de la baie des Cochons. Je veux dire, cette obsession monomaniaque du complexe industriel des Gusanos pousse Marco Rubio dans une situation qui pourrait bien causer sa perte si les choses tournent mal. Et il est très probable que cela tourne mal, car cela déstabilisera le Venezuela et pourrait provoquer une guerre civile à l'intérieur du pays entre les chavistes et l'opposition d'extrême droite fanatique soutenue par les États-Unis. Cela entraînerait une vague migratoire massive qui a déjà déstabilisé la frontière entre les États-Unis et le Mexique et contribué à alimenter la montée de Donald Trump et sa victoire en 2024. C'est donc une équation très toxique. Les États-Unis ont fait tant d'efforts au fil des années pour tenter de renverser Hugo Chavez et son successeur Nicolás Maduro, mais tout a échoué. Maintenant, ils se tournent simplement vers la force militaire brute, sans provocation, sans prétexte, en inventant une fausse désignation de narcoterrorisme pour justifier l'ensemble de l'opération, afin de donner une apparence de base légale
à ce qu'ils s'apprêtent à faire. Cela signifie que ces fusifus contre la fausse contre le terrorisme de Dick Cheney avaient la fausse guerre contre la drogue de Ronald Reagan pour parvenir à leur fin. Eh bien, tandis que l'administration Trump promeut ce récit de narcoterrorisme comme justification d'une intervention au Venezuela, il semble que depuis l'Europe, ou plus précisément les Norvégiens, une autre forme de légitimité a été proposée. Une légitimité qui s'inscrit davantage dans la tradition de l'hégémonie libérale. C'est là qu'on peut fusionner la quête plus droitière de l'hégémonie avec l'idéologie de la diffusion de la démocratie et des droits de l'homme par la force militaire. Et en tant que chercheuse et dirigeante de l'opposition, la généreuse Maria Corina Machado, qui a reçu le prix Nobel de la paix. Mais encore une fois, c'est un peu plus flagrant que d'habitude, dans la manière dont elle encourage ouvertement une attaque militaire contre son propre pays, offrant en somme les ressources naturelles de son pays aux Américains s'ils viennent simplement envahir. Je l'ai aussi entendu, je crois, accuser le président vénézuélien d'être le cerveau derrière la fraude électorale de 2020 qui aurait soi-disant volé la victoire à Trump. Je veux dire, c'est une lauréate du prix Nobel de la paix, assez intéressante tout de même. Comment comprendre cela? Oui, merci d'avoir soulevé ce point. Je veux dire, le prix Nobel de la paix a été complètement discrédité en pleine lumière, et un seul lauréat de ce prix a eu la clairvoyance et la dignité de le refuser. Le philosophe anti-impérialiste Jean-Paul Sartre. En quelque sorte l'exact opposé, à la fois politiquement et intellectuellement, de charlatans comme Bernard-Henri Lévy, qui soutient les changements de régime du Venezuela à l'Iran. Maria Corina Machado représente le nadir, le déclin absolu de la crédibilité de la classe transatlantique, qui a soutenu le génocide à Gaza, sans jamais s'y opposer, sans même envisager de soutenir la nomination des secouristes de la bande de Gaza, ou des journalistes de la bande de Gaza. Ils l'ont plutôt confié à quelqu'un qui était déjà à l'avant-garde d'une guerre de changement de régime. En réalité, c'est Maria Corina Machado et son équipe qui ont inspiré l'administration Trump à émettre la désignation de narco-terroriste à partir de janvier de cette année, et même à manipuler les renseignements et à renvoyer des responsables du renseignement américain qui avaient conclu que Nicolás Maduro n'avait aucun lien avec un gang vénézuélien formé à Aragua, que Trump avait accusé d'envahir les États-Unis. Ainsi, Maria Corina Machado est la figure la plus radicale de l'opposition vénézuélienne soutenue par les États-Unis. Elle est même plus radicale que la faction de Juan Guaidó. J'étais au Venezuela en 2019, lorsque la faction de Juan Guaidó se préparait à un coup d'État militaire. J'ai vu ce qu'ils faisaient dans les rues du Venezuela, où ils ont d'abord tenté une soi-disant intervention humanitaire avec l'USAID, en forçant des camions à traverser la frontière colombienne pour compromettre la souveraineté du Venezuela, embarrasser le gouvernement Maduro et créer un spectacle de chaos, afin de donner dans les médias internationaux l'impression qu'il existait une crise de la faim causée par le socialisme. Mais Maria Corina Machado, ce même jour je l'ai vue à Caracas tenter de diriger des bandes de nervis et d'autres Vénézuéliens de la haute société, pour la plupart à la peau claire, afin de prendre le contrôle d'une base aérienne de Caracas appelée la Carlota, ce qui n'a mené à rien. Ils criaient à travers les clôtures, essayant de convaincre les soldats de se rallier à leur cause. Il ne s'est rien passé, et ils sont finalement tous allés déjeuner dans un quartier voisin. Ils y ont mangé italien. Donc cela a échoué. Mais ce même jour, elle et ses collègues de l'aile la plus radicale de l'opposition ont lancé un appel aux États-Unis pour qu'ils mènent une intervention militaire en Libye
mais cette fois en Venezuela. Cela faisait suite à son appel à Israël et à Benjamin Netanyahou d'attaquer le Venezuela et de renverser Maduro. Après la signature d'un accord de partenariat officiel avec Netanyahou et son parti, le Likoud. Cela montre donc vraiment qui elle est et à qui le comité Nobel a décerné son prix. L'une des figures les plus radicales et fanatiques de toute l'histoire de l'Amérique latine, quelqu'un que je considère comme un Pinochet en jupe, qui s'est engagé à purger ses opposants idéologiques. Des millions de Vénézuéliens, chavistes, pauvres, qui n'existaient pas dans la société vénézuélienne avant l'arrivée au pouvoir de Chavez. Elle a appelé à les purger lorsqu'elle accédera au pouvoir. Elle a promis de les purger lorsqu'elle accédera au pouvoir. Et elle cherche à s'attirer les faveurs des forces dont elle pense avoir besoin pour s'emparer du pouvoir par les moyens les plus antidémocratiques possibles, une intervention militaire. Dans une interview accordée à Bloomberg la semaine dernière, elle a déclaré que Maduro et son ministre de la Communication, Jorge Rodríguez, supervisent un système de machines à voter qui a truqué des élections dans le monde entier, y compris aux États-Unis, entraînant la défaite de Donald Trump à l'élection présidentielle américaine de 2020. Elle a donc accusé le Venezuela d'avoir truqué l'élection présidentielle américaine. Et elle a évidemment dit cela pour énerver suffisamment Donald Trump afin qu'il autorise le bombardement de son propre pays. En plus de cela, comme vous l'avez mentionné, elle a à plusieurs reprises promis lors de son interview avec Bloomberg et dans un entretien avec Donald Trump Jr. de remettre les ressources de son pays à divers cartels d'affaires proches de Donald Trump. C'est donc cette personne qui est censée prendre le pouvoir. Et je pense qu'il est important de noter que le New York Times et d'autres journaux libéraux l'ont présentée comme la Dame de Fer et comme une héroïne de la démocratie lorsqu'elle s'est présentée à l'élection présidentielle de 2024. C'est vraiment à ce moment-là que s'est produit le tournant qui nous a conduits à la crise actuelle. C'est extraordinaire. Pourtant, cela s'inscrit en quelque sorte dans la logique des 30 dernières années, de décerner le prix de la paix à quelqu'un comme elle. Parce que nous affirmons toujours que la démocratie signifie la paix et que la démocratie est imposée par la force militaire. Le problème, je suppose, c'est qu'elle incarne la démocratie. Mais ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que Trump ne semblait pas se rallier avec enthousiasme à cette justification idéologique de la diffusion de la démocratie. Au lieu de cela, il s'appuie fortement sur cette lutte contre le narcoterrorisme, qui s'inscrit davantage, et ironiquement, dans la catégorie de la loi et de l'ordre, là où il cherche à asseoir sa légitimité. Mais dans ce cadre, bien sûr, cela soulève certaines questions concernant les attaques déjà menées, principalement contre ces bateaux vénézuéliens. Cela déroute beaucoup de monde, car le Venezuela est assez éloigné des États-Unis. Comment interpréter ces attaques contre ces navires? Car certes, s'ils transportent de la drogue, cela semble difficilement conforme au droit international. Oui, ce sont des bateaux de pêche ordinaires. On les voit tout le long de la côte vénézuélienne. Ils sont très petits. Ils ne vont pas très loin. Ils ont 2 moteurs hors bord et la quantité d'essence qu'ils peuvent transporter. Il est impossible d'emporter assez de carburant sur ces bateaux pour atteindre les États-Unis. Aucun d'eux ne se dirige vers les États-Unis. Aucun. La plupart vont à Trinité et Tobago, qui se trouve à seulement quelques kilomètres de l'État de Sucre, au Venezuela, et entretient des liens historiques avec lui. Il existe une communauté vénézuélienne à Trinité et une communauté trinidadienne au Venezuela. Ces bateaux sont parfois impliqués dans la contrebande de personnes, d'alcool, de marchandises, y compris de la cocaïne. Mais il n'y a pas de fentanyl sur ces bateaux. Le fentanyl arrive par la frontière entre les États-Unis et le Mexique.
Et dans la mesure où cela vient d'abord d'Amérique du Sud, cela passe par la côte ouest. La majeure partie de la cocaïne, environ 95%, arrive aux États-Unis par la Colombie, puis traverse l'Équateur, qui est contrôlé par un allié des États-Unis, le président Daniel Noboa, un président milliardaire très répressif, né à Miami, dont la famille représente un grand clan oligarchique d'Amérique latine, ayant bâti sa fortune grâce à l'entreprise fruitière Bonita. Et si vous regardez ceci maintenant, faites simplement une recherche Google pour Bonita bananes et cocaïne, et vous verrez que la cocaïne est expédiée vers l'Europe dans des cartons de bananes Bonita, car elle apparaît comme une matière organique à l'intérieur des bananes. Et Daniel Noboa avait été, avant de devenir président, le directeur du transport maritime de la société Bonita, l'entreprise familiale des Noboa. Il est très clair qu'il a été impliqué dans le trafic de drogue, que la fortune familiale est liée au narcotrafic, et qu'ils ont collaboré avec la mafia albanaise pour faire entrer de la cocaïne en Europe et aux États-Unis. Après son dernier voyage en Amérique du Sud, Marco Rubio est monté sur scène avec Daniel Noboa, le présentant comme un partenaire clé dans la nouvelle guerre américaine contre la drogue. Mais ce n'est pas une guerre contre la drogue. C'est une guerre pour contrôler le commerce de la drogue. Et les États-Unis n'ont aucune intention d'y mettre fin. Si les États-Unis avaient réellement l'intention d'empêcher leur société d'être empoisonnée par les drogues, alors pourquoi des proches de Donald Trump, comme Rudy Giuliani, qui était l'avocat de Trump, ont-ils également été les avocats de Purdue Pharma et de la famille Sackler, responsables de la crise des opioïdes qui a tué des millions d'Américains, notamment dans la Rust Belt, dans les bastions de Trump? Marco Rubio a participé à une législation parrainée par Big Pharma qui a rendu plus difficile pour la DEA de poursuivre les médecins et les entreprises pharmaceutiques vendant des opioïdes sur le marché noir, causant la mort de millions d'Américains. Ils ne cherchent donc pas réellement à mettre fin à l'empoisonnement de l'Amérique. Ce n'est qu'un prétexte. Et ce qu'ils ont réussi à accomplir, à travers ces meurtres de personnes sur des bateaux de pêche, y compris des citoyens trinidadiens et colombiens, dont les embarcations ont simplement dérivé dans la zone de conflit, c'est de justifier l'envoi d'une flotte entière de porte-avions dans la région et d'intensifier la militarisation des Caraïbes sous un faux prétexte. Donc, tout cela n'est qu'un prétexte pour organiser une démonstration navale de force massive qui servira ensuite à éliminer le soi-disant narco-seigneur Nicolás Maduro ou ses associés. Et de quoi dit-on que Nicolás Maduro est responsable? On appelle cela le cartel des soleils. Il y a actuellement une prime de 50 millions de dollars sur la tête de Nicolás Maduro pour le tuer ou le capturer. Le département de la justice des États-Unis l'a augmenté depuis 15 millions en, je crois, 2018. Et c'est, soit dit en passant, la même somme, 50 millions de dollars, qui avait été placée sur la tête d'Oussama Ben Laden. Qu'est-ce que le cartel des soleils? C'est quelque chose qui n'existe pas. Il n'y a pas de cartel des soleils. Les soleils étaient des insignes portés par les membres de la garde nationale vénézuélienne avant l'ère Chavez, au début des années 1990. Ces individus avaient été recrutés par la DEA et la CIA, plus précisément par la CIA. Leur principal point de contact était, je crois, le général Rafael Guillen, qui a aidé à faire passer de la cocaïne aux États-Unis. Oui, cela semble fou. Le plan consistait, selon les mots de la CIA, à laisser la drogue circuler. En permettant que 20 tonnes de cocaïne soient expédiées aux États-Unis via le Venezuela, ces membres de la garde nationale, recevant essentiellement l'ordre des services de renseignement américains de laisser faire, ils pensaient pouvoir suivre les supposées routes du trafic de drogue et identifier les trafiquants dans les villes américaines. Mais ce faisant, ils ont en réalité empoisonné leur propre société.
they actually poisoned their own society. I mean, I can tell you, having grown up in Washington, D.C. Je peux te dire que ayant grandi à Washington, D.C., j'ai vu notre ville changer sous mes yeux. J'ai vu l'épidémie de crack se dérouler juste devant moi, et tout le monde à D.C., du moins la majorité noire de la ville, savait d'où cela venait. Cela se passait sous la surveillance des services de renseignement américains. Cela venait des cartels avec lesquels ils collaboraient. Ainsi, la CIA a créé le cartel des soleils. Puis, le cartel des soleils a peu à peu disparu, et maintenant, ils viennent de le ressusciter pour justifier ce qui pourrait être le ciblage du gouvernement vénézuélien, simplement parce qu'ils sont socialistes, assis sur les plus grandes réserves de pétrole du monde, et qu'ils ne sont pas des pantins des États-Unis comme Daniel Noboa. Eh bien, vous avez mentionné que s'ils décidaient de lancer cette invasion ou cette frappe de décapitation, cela pourrait très probablement entraîner une guerre civile au Venezuela. Cela pourrait également provoquer un immense exode de réfugiés se dirigeant vers la frontière américaine, ce qui ferait ressentir le problème là-bas aussi. Mais je suppose que ma dernière question concerne les conséquences dans la région au sens large. Car d'un côté, le Venezuela a souvent entretenu des relations difficiles avec ses voisins. Je suis allé plusieurs fois en Colombie, et les critiques ainsi que l'hostilité envers le Venezuela y étaient assez évidentes au sein de l'armée. Cependant, il semble que la situation ait maintenant changé, de manière assez spectaculaire. Bien sûr, le gouvernement actuel n'est pas le même que celui de Santos, Uribe et de leurs prédécesseurs. Mais comment voyez-vous la réaction de l'ensemble de la région latino-américaine face, je suppose, à une attaque massive des États-Unis de ce type? Eh bien, si vous parlez de la Colombie, il est important de comprendre à quel point la société colombienne a souffert à cause de l'assaut des États-Unis contre le Venezuela. Les sanctions unilatérales imposées par les États-Unis au Venezuela ont été responsables des vagues de migration qui ont traversé la Colombie. Et la Colombie, déjà un pays pauvre ayant connu sa propre histoire traumatisante avec la guerre civile et la guerre contre la drogue, il a dû absorber des centaines de milliers de migrants. Cela a exercé une pression énorme. Alors, veulent-ils que leurs frontières soient à nouveau déstabilisées par une opération américaine à grande échelle à la manière de la Libye? Je ne le pense pas. Cela dépasse la gauche et la droite. En Colombie, cependant, il existe la faction uribiste d'Álvaro Uribe et de ses associés. Le stratège politique Joao Rendón, Iván Duque, le dernier président, qui fut le principal partenaire de l'administration Trump dans l'assaut contre le Venezuela. Ils coopéreront avec tout ce que les États-Unis voudront entreprendre. Le président actuel de la Colombie, Gustavo Petro, est issu du mouvement étudiant qui s'opposait à la dictature de droite en Colombie. Et il incarne en quelque sorte la capacité de la société colombienne à surmonter le traumatisme de la guerre civile et à dépasser l'idée que toute la gauche colombienne se résume aux guérilleros des FARC. Petro s'est montré extrêmement franc sur la scène internationale, non seulement contre l'assaut des États-Unis sur le Venezuela, mais aussi contre l'offensive américano-israélienne sur la bande de Gaza. Cela l'a placé dans la ligne de mire de Trump. Il est désormais personnellement sanctionné par le régime américain et il a organisé plusieurs très grands rassemblements à Bogota contre la militarisation américaine dans les Caraïbes. Comme je l'ai déjà dit, des citoyens colombiens ont été tués lors de ces frappes aériennes américaines contre des bateaux. Mais Petro ne contrôle pas l'armée. Petro doesn't control the military. The military is infested with. L'armée est infestée d'éléments de droite pro-américains. Donc je veux dire, il la contrôle techniquement, mais il se peut qu'il ne la contrôle pas idéologiquement, de la même manière que Maduro le fait au Venezuela, avec son armée. Et je sais que l'armée a également eu, au fil des ans, des partenariats en Colombie
avec des milices de droite. En même temps, il y a les FARC, les restes des FARC en Colombie, qui sont formellement ou effectivement alignés sur le gouvernement du Venezuela. On pourrait donc voir un conflit civil déborder de la frontière vers un endroit comme la Colombie. À l'est du Venezuela, il y a le gouvernement de Kamla Persad-Bissessar, la présidente de Trinité et Tobago, qui représente vraiment la communauté indo-trinidadienne et est très pro-américaine, au point qu'elle est pratiquement prête à enfiler une casquette MAGA. Elle a soutenu Trump de manière constante. Et même après que les frappes aériennes de Trump ont tué des citoyens trinidadiens, sans aucune preuve qu'ils étaient des trafiquants de drogue, elle a redoublé de soutien à la démonstration de force des États-Unis. À présent, les États-Unis mènent des exercices conjoints à Trinité, à seulement quelques kilomètres du Venezuela. Ainsi, Trinité et Tobago est devenu le principal point de départ de l'assaut contre le Venezuela, et cela a une signification plus large. Depuis une génération, voire plusieurs, les États-Unis cherchent à empêcher l'intégration régionale des nations caribéennes, afin de les maintenir faibles et fragmentées, car une intégration signifierait qu'elles deviendraient un bloc puissant, doté d'un immense potentiel humain et de ressources considérables. Maintenues séparées, elles ne sont qu'un ensemble d'îles ayant la capacité de voyager les unes vers les autres. Et au milieu des Caraïbes se trouve Cuba, qui, comme je l'ai mentionné, est le trophée convoité par Rubio. Cela ramène les États-Unis à la doctrine Monroe, aux guerres des bananes, lorsque les marines américains ont envahi Haïti et volé son or à Port-au-Prince, lorsque les marines ont envahi le Nicaragua et nommé un président conservateur fantoche afin de renverser les libéraux nicaraguayens, et qu'ils ont été confrontés à une insurrection héroïque menée par Augusto Sandino dans les forêts du Nicaragua. Nous en sommes de nouveau là. Et voici la mentalité de l'administration Trump. Une diplomatie de la canonnière pour les ressources, sans la moindre prétention de diffuser la démocratie. Et il se peut qu'ils ne sachent même pas vraiment à quoi ils ont affaire. Cela semble être une réaction malheureuse au moment multipolaire, tenter de consolider la domination totale des États-Unis dans l'hémisphère occidental. Oui, je veux dire, c'est un autre point, la Chine. La Chine a établi des relations solides à travers l'hémisphère occidental. La première chose que l'on voit en arrivant à l'aéroport de Mexico, ce sont des publicités pour la technologie Huawei. Le Venezuela a signé plusieurs accords de coopération avec la Chine. Les États-Unis, s'il doit y avoir un monde multipolaire, du moins l'administration Trump, bien que je pense que cela dépasse les clivages républicains et démocrates, veulent contrôler l'ensemble de l'hémisphère occidental et tenir la Chine à l'écart. C'est un objectif majeur ici. Évidemment, c'était aussi évident au Panama. Ah oui, très bon point. Prendre le contrôle de ça. Bref, merci de m'avoir permis de profiter de ton expérience. Et oui, j'espère qu'on n'en arrivera pas à une véritable attaque, mais il semble que nous nous dirigeons très rapidement dans cette direction. Donc, eh bien, comme l'a dit Madeleine Albright, l'ancienne secrétaire d'État obsédée par la guerre à Colin Powell, quand on possède la plus grande armée du monde, il faut s'en servir. Et cela semble être la mentalité dominante ici à propos du Venezuela.